Donc là, je laisse la parole à Jacques Lyotard de Montpellier sur le suivi du cirrhotique au-delà du foie. Merci, Jacques. Bonjour à tous. Le suivi du cirrhotique au-delà du foie. Voilà, préambule. Dans la cirrhose, il faut savoir qu'il y a une hyperproduction de NO dans l'endothélium artériel et que cette hyperproduction sera majorée par la translocation bactérienne qui est fréquente dans la cirrhose. Qu'est-ce que ça va entraîner au niveau de la vascularisation? Une vasodilatation spandique et un syndrome hyperkinétique. Et ces deux modifications vont avoir des conséquences sur le cœur, le rein et le poumon. Et ça va être une grande partie de la présentation. Le cœur. La cardiomyopathie cirrhotique, il existe effectivement une cardiopathie cirrhotique propre, qui est une dysfonction cardiaque inhérente à la cirrhose et qui est tout à fait distincte des cardiopathies de certaines étiologies de cette cirrhose, qui est distincte de l'hépatopathie, de la cardiopathie secondaire à l'alcool, qui est distincte de la cardiopathie ischémique, comme on la voit souvent dans la NASH, et qui est distincte de la cardiopathie d'hémochromatose par surcharge cardiomyocytaire en fer. Cette cardiopathie cirrhotique se caractérise par une circulation hyperdynamique avec augmentation du débit cardiaque, de la fréquence cardiaque, diminution de la pression artérielle moyenne et des résistances artérielles systémiques. À cette circulation hyperdynamique s'associe une réponse altérée de la contractilité myocardique aux stimuli de stress. Alors, dans la plupart des cas, c'est un état latent, qui est infraclinique donc, qui est difficile à mettre en évidence, qui sera mis en évidence, on va le voir, par une échographie qui évolue en réponse au stress. Donc c'est important de la dépister par échographie cardiaque. Alors l'écho de stress à la dobutamine, qu'est-ce que ça va nous montrer? Mais ça va augmenter le débit cardiaque, enfin c'est une épreuve qui vise à faire augmenter le débit cardiaque. Dans cette cardiomyopathie de la cirrhose, le cœur est incapable de réagir correctement, et c'est là qu'on met en évidence cette dysfonction systolique. La dysfonction systolique est intéressante et surtout très importante à diagnostiquer ou à dépister parce qu'elle peut se révéler après un TIPS, après une transplantation, et donc dans ces situations-là, bien sûr, une écho cardiaque préalable est absolument nécessaire. Elle peut aussi se révéler lors de l'instauration trop brutale d'un traitement bêta-bloquant qu'on instaure effectivement souvent dans la cirrhose. Dysfonction diastolique. Il existe aussi une dysfonction diastolique qui est en fait une altération de la relaxation qui se diagnostique également à l'échographie cardiaque. Et cette dysfonction est intéressante également à connaître parce qu'il faut savoir qu'elle est associée à une présence d'acide, un syndrome hépatorénal et même qu'elle grève la survie. Donc, pour résumer, le dépistage de la cardiomyopathie du cirrhotique repose sur l'échographie cardiaque avec épreuve de stress à la dobutamine. Donc, il faut sensibiliser son cardiologue. Certains sont moins à l'aise que d'autres avec ça. Donc, il faut vraiment, dans l'indication, marquer recherche d'arguments pour une cardiomyopathie de la cirrhose. Quant au traitement, c'est vrai que souvent, ça ne nécessite pas de traitement particulier. L'hyperdébit répond bien au bêta-bloquant, et ce n'est pas un paradoxe. Ce sera un traitement bêta-bloquant qui va être instauré à faible dose progressivement. En tout cas, tout traitement vasodilatateur, et notamment les inhibiteurs d'enzyme de conversion, ne sont pas logiques parce qu'ils vont majorer la vasodilatation liée à la cirrhose. Le rein. Alors là, ça va être compliqué parce que je n'ai pas de pointeur, mais on va s'en sortir. Alors le rein, pour faire simple, on va distinguer l'insuffisance rénale chronique et l'insuffisance rénale aiguë. L'insuffisance rénale chronique, la définition est la même que d'habitude. Elle est associée des présences de marqueurs d'atteinte parenchymateuse. C'est une maladie rénale qui va donc entraîner cette insuffisance rénale. Ce n'est pas une autre cause. Et donc, dans ce cas, vous avez albuminurie, anomalie du sédiment urinaire, anomalie échographie et PBR, parce que les patients sont pris en charge par les néphrologues. Le plus souvent dans la cirrhose, on rencontre en fait des causes qui vont aussi donner des causes de cirrhose. Donc, il peut y avoir des comorbidités, si c'est une cirrhose de Nash, donc des lésions de néphropathie diabétique ou hypertensive, ou des causes plus spécifiques, comme la néphropathie IgA en cas de cirrhose alcoolique, ou les glomérulopathies liées aux hépatopathies B et C. L'insuffisance rénale aiguë. Alors ça, c'est un peu plus spécifique de la cirrhose elle-même. Alors déjà, sa définition est un petit peu différente, puisque les patients ayant souvent une sarcopénie, si vous prenez la valeur absolue de la créatinémie, vous risquez de sous-évaluer votre diagnostic.
Donc sa définition repose sur une augmentation de la créatinémie à plus de 26,5 micromoles par litre sur 48 heures suivant une admission en hospitalisation, ou sur 7 jours quand vous faites un suivi plus régulier. Différents stades, 3 stades selon la gravité, je n'insiste pas, ce sont des données. En tout cas, effectivement, le cut-off semble se situer entre le grade 1 de l'insuffisance rénale et le grade de 3, le cut-off de gravité. Alors ce schéma, ça va être très compliqué, vous le connaissez tous en fait, très compliqué de commenter. Il faut regarder en haut à gauche, parce que finalement, dans la cirrhose, puisqu'on s'occupe du cœur, des manifestations de la cirrhose hors cœur, dans chaque pathologie, vous pouvez avoir une atteinte liée à une hypertension, un diabète ou que sais-je, mais en fait, dans chaque pathologie, par définition, pour identifier cette part-là de la cirrhose, eh bien, il faut voir ce que font les manifestations de la cirrhose sur l'organe en question. L'hypertension portale donc, est responsable d'une vasodilatation artérielle, ça c'est on est en haut et je ne peux pas vous le montrer. Donc une diminution de la volémie efficace qui est souvent majorée par les traitements que prennent les patients, les diurétiques, le lactulose, parfois majorée dans des situations comme l'hémorragie digestive par baisse du débit ou si on fait des ponctions d'acide trop importantes non compensées. Ça peut être aussi majoré par des infections bactériennes. Donc diminution de la volémie efficace du fait de l'hypertension portale mais aussi du fait de facteurs associés. Ça peut être majoré, donc cette diminution de la volémie efficace va entraîner des réactions vasoconstrictrices par le système rénine-angiotensine, le système nerveux sympathique et la vasopressine, qui vont entraîner une vasoconstriction des artères rénales qui va ne faire que majorer la difficulté du rein à réagir et à travailler. En plus, dans cette dernière situation, vous pouvez avoir parfois des médicaments qui vont intervenir pour rendre encore plus délétère cette vasoconstriction, comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les IEC ou les sartans. La volémie efficace entraîne en général le cœur essaie, et là on est à la deuxième partie du bras du tableau. En cas de diminution de la volémie, on a le débit cardiaque qui essaie d'augmenter, mais je viens de le dire, si vous avez une cardiopathie associée, l'augmentation du débit cardiaque ne sera pas suffisante. Et donc, ça ne va faire que majorer l'insuffisance rénale aiguë. De même façon, la translocation bactérienne, qui est fréquente dans la cirrhose au niveau intestinal, crée un état inflammatoire chronique qui peut créer des lésions rénales. Donc tout ça, toutes ces manifestations inhérentes à la cirrhose favorisent la survenue d'insuffisance rénale aiguë, qui peuvent se répéter, et en se répétant, peuvent créer une installation progressive d'une fibrose interstitielle qui va se transformer en insuffisance rénale chronique, volontaire, éventuellement majorée par les autres facteurs aggravants liés à la cause, hypertension, diabète et alcool. Et en fait, donc, la part liée à la cirrhose de l'insuffisance rénale, c'est le syndrome hépatorénal. Voilà, dans l'insuffisance rénale aiguë, c'est vraiment la part inhérente à la cirrhose, syndrome hépatorénal, qui se définit donc avec il faut une cirrhose avec une acide, une diminution de la volémie, un diagnostic d'insuffisance rénale aiguë selon les critères indiqués plus haut, une absence de choc, sinon on est dans le cas d'hypovolémie, une absence de réponse au remplissage, et bien sûr l'absence de néphropathie. Il ne faut pas qu'il y ait de protéinurie, ni d'hématurie, sinon on rentre dans le stade d'une glomérulopathie. Et également, bien sûr, l'absence d'une insuffisance post-rénale. Alors, conduite à tenir d'insuffisance rénale aiguë du cirrhotique. Vous êtes, on va prendre le début. Vous êtes avec une insuffisance rénale de grade 1, la moins sévère. Qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez les facteurs de risque, les diurétiques, les AINS, s'il y en prend. Vous arrêtez les vasodilatateurs, vous traitez une éventuelle infection. Vous essayez de corriger éventuellement une hypovolémie avec de l'albumine et cristalloïdes, transfusion s'il y a hémorragie. Et là, soit la fonction rénale revient normale, simple surveillance, soit se stabilise effectivement, simple surveillance, on continue, on surveille son patient un peu plus rapproché, soit ça s'aggrave et on passe au stade 2-3. Et là, donc, on vérifie les diurétiques, ça dépend là aussi à quel niveau vous recevez le malade. Vous faites une expansion volémique avec de l'albumine, 1 gramme par kilo pendant 2 jours, et vous voyez la réponse, bonne réponse, surveillance. Absence de réponse, absence de réponse ou progression, et donc on est dans des critères de syndrome hépatorénal qui s'aggravent. Et c'est là que vous ferez appel donc à une équipe de néphrologie, voire une équipe de transplantation. Le poumon. Alors, 3 manifestations, une sur laquelle je vais passer un peu plus vite. La première, donc, l'hydrothorax hépatique. Alors, l'hydrothorax hépatique, il faut y penser, mais ce n'est que finalement que l'accumulation de liquide d'acide dans la cavité pleurale chez un patient cirrhotique
en l'absence de pathologie cardiaque et pulmonaire. Cet acide, en fait, se transfère dans la cavité pleurale par l'existence de petites brèches, que vous voyez ici, de petites hernies diaphragmatiques, par lesquelles sort le péritoine. Et donc, quand vous avez une acide, comme la plèvre a une pression négative, le liquide va avoir tendance, cette brèche va former une hernie dans la plèvre qui a tendance à se rompre si vous avez du liquide. Et donc, l'acide va gagner en première intention la plèvre, ce qui explique que parfois vous avez un épanchement pleural sans acide. Alors, je passe un petit peu vite parce que, comme on l'a dit, on a eu une réunion hier à juste titre, finalement, ce n'est que la localisation pleurale d'une acide. Et donc, ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on peut qualifier d'une manifestation vraiment extra-hépatique. Les deux autres manifestations sur lesquelles on va un peu plus s'étaler, c'est la première, l'hypertension portopulmonaire. Voilà. Donc, les deux autres manifestations, le syndrome hépatopulmonaire et l'hypertension portopulmonaire. Alors, la physiopathologie, on retrouve toujours, et donc, le rôle du foie, le shunt portosystémique, donc on est sur le bras à votre gauche, qui entraîne des différences de formation des facteurs pro- et anti-angiogéniques, et qui peut entraîner donc au niveau pulmonaire, dans certaines régions pulmonaires, une dilatation capillaire et une néo-angiogénèse. Et là, ça va faire le lit du syndrome hépatopulmonaire qu'on va développer. A contrario, vous pouvez avoir, par la translocation bactérienne, une sécrétion endotoxine, et donc c'est ce qui va favoriser une dysfonction endothéliale et un remodelage vasculaire, une vasoconstriction au niveau de l'artère pulmonaire. Et c'est là qu'on parlera d'hypertension portopulmonaire. Alors, le syndrome hépatopulmonaire, à quoi ça correspond? À gauche, vous avez le schéma d'une alvéole normale, donc avec du sang veineux qui arrive, alors on est dans les poumons, donc par l'artère, par le système artériel pulmonaire, et qui va s'oxygéner dans l'alvéole. À votre droite, donc vous avez des capillaires qui ont des diamètres de 8 à 15 micromètres et une diffusion normale de l'oxygène. Que se passe-t-il dans le syndrome hépatopulmonaire? Vous avez des capillaires qui sont dilatés, le capillaire qui est décidé sur votre droite. Cette vasodilatation va entraîner une altération de la transmission de l'oxygène, de l'oxygénation du sang. La diffusion en O2 donc se fait moins bien. Et parallèlement, vous avez la formation d'un effet shunt avec des néo-vaisseaux qui vont shunter, donc qui vont faire un shunt droit-gauche. C'est-à-dire que le sang veineux va être mal oxygéné. Et là, d'ailleurs, je pense que vous avez la présentation non corrigée. Ouais. Peu importe. Dans le syndrome hépatopulmonaire, vous avez une prolifération et dilatation capillaire pulmonaire qui prédomine à la partie inférieure des poumons. Les anomalies d'échange gazeux qui prédominent dans ces régions, ce qui fait que ça va se traduire par une dyspnée très particulière, puisque c'est des gens qui auront une dyspnée en position verticale et qui va s'améliorer instantanément en position en décubitus. Ce n'est pas une dyspnée de moindre effort, c'est vraiment une dyspnée quand on est debout et qui cède quand on est couché, ce qu'on appelle la platypnée orthodoxie. Alors, la prévalence du syndrome hépatopulmonaire, une grande variation dans la prévalence selon les études, peut se développer à tous les stades de la cirrhose ou en cas d'hypertension portale sans cirrhose, plus fréquent en cas de cirrhose sévère. Le diagnostic, c'est l'anomalie des échanges gazeux qui sont appréciés par les gaz du sang avec la mesure du gradient alvéolo-capillaire qui est augmenté au-dessus de 15 ou au-dessus de 20 pour le patient à 65 ans. La sévérité du syndrome hépatopulmonaire est appréciée selon la sévérité de l'hypoxie. Ce qui est important de remarquer, c'est que vous aurez ces anomalies avec des explorations fonctionnelles respiratoires normales, bien sûr si le syndrome hépatopulmonaire n'est pas associé à une autre pathologie. En échographie cardiaque, l'examen clé pour faire le diagnostic, ce sera l'échographie cardiaque de contraste avec des injections de microbules qui vont être détectées dans la cavité gauche après 3 cycles cardiaques dès qu'il y a un shunt pulmonaire. Si vous avez une détection dans la cavité gauche avant 3 cycles cardiaques, c'est que vous avez un shunt cardiaque, notamment par foramen ovale perméable. Alors, l'examen peut être sensibilisé par une OTO, mais qui est dangereuse si les VO sont supérieurs à 1 grade 2 ou supérieurs ou égal. On peut faire aussi le diagnostic par une scintigraphie au technetium, marquée au macro-Geiger, mais qui simplement va quantifier l'importance du shunt, mais ne va pas permettre de se distinguer un shunt cardiaque ou un shunt pulmonaire. Alors, l'impact sur le pronostic est très important, puisque le syndrome hépatopulmonaire grève la survie. Dans les traitements, le premier traitement que je vais intégrer à la diapo corrigée, c'est l'oxygène, parce que quand vous mettez ces patients sous oxygénothérapie,
vous augmentez la diffusion de l'O2 et vous pouvez corriger l'hypoxie. C'est le premier traitement envisagé. Les traitements médicaux, je ne les détaille pas, ils sont décevants. Aucun n'a montré sur le long terme une efficacité. Et par contre, le syndrome hépatopulmonaire est réversible après transplantation hépatique. Et c'est même donc sur un syndrome hépatopulmonaire sévère. Ça peut être une indication en propre de transplantation hépatique. Alors l'algorithme de prise en charge est pour des gens qui sont ou candidats à une transplantation hépatique ou des gens qui sont cirrhotiques avec une dyspnée. Vous faites des gaz du sang, vous voyez si le gradient à l'évolution capillaire est augmenté ou pas. S'il n'est pas augmenté, ce n'est pas un syndrome hépatopulmonaire. S'il est augmenté, vous faites une échographie avec étude de passage des microbules. Si elle est négative, ce n'est pas ça. Et vous confirmez le diagnostic avec donc cette échographie cardiaque. L'hypertension portopulmonaire, c'est en fait un remodelage vasculaire pulmonaire avec une hypertension pulmonaire artérielle précapillaire. Se traduit par une élévation de la pression artérielle pulmonaire, une pression artérielle occluse normale, puisqu'on est en tension précapillaire et pas postcapillaire, c'est pas une insuffisance cardiaque gauche qui entraîne l'hypertension pulmonaire, et des résistances vasculaires pulmonaires élevées. Le diagnostic, en fait, ce sont des gens qui ont une dyspnée d'effort, c'est pas spécifique. Dans tous les signes cliniques, finalement, ce sera la turgescence jugulaire qui sera le plus étonnant, parce que voir des cirrhotiques et des œdèmes des membres inférieurs, ça peut se voir. Une hépatomégalie, ça peut se voir, bien entendu. C'est difficile de faire le distinguo avec une hépatomégalie d'origine cardiaque. Par contre, une turgescence jugulaire doit orienter le diagnostic. Il n'y a pas de raison d'avoir une turgescence des jugulaires dans une cirrhose. Le diagnostic se fait donc à l'échographie cardiaque transthoracique par la mesure de la pression pulmonaire systolique et par le cathétérisme droit qui permet d'évaluer la sévérité de l'hypertension portopulmonaire. Alors, chez qui on va dépister ça? Bien sûr, chez les patients qui sont symptomatiques ou chez tous les patients qui ont un candidat à une transplantation hépatique ou un TIPS. Le traitement, je passe très vite parce que très souvent, ça ne nous concerne pas. Ce sont soit les vasodilatateurs pulmonaires, ça c'est vraiment une indication très spécifique. Les traitements spécifiques, je l'ai dit, l'oxygène, ça marche très bien, les diurétiques éventuellement. Éviter les bêta-bloquants, parce que ils sont contre-indiqués parce qu'ils détériorent les paramètres hémodynamiques. Les TIPS, c'est contre-indiqué du fait du risque de décompensation cardiaque par augmentation brutale de la précharge. Et l'anticoagulation est recommandée à l'hypertension pulmonaire hors cirrhose est à discuter avec les précautions d'usage dans la cirrhose. Sinon, on peut être amené à proposer une transplantation hépatique dans cette situation-là, mais il faut savoir que si la transplantation hépatique est réalisée alors que la pression artérielle pulmonaire est supérieure à 45 mm, c'est une contre-indication, donc il faut faire baisser la pression avant de proposer au patient la transplantation. L'os. Je vais vite. Là maintenant, donc, on a passé les pures modifications de la cirrhose liées donc aux modifications vasculaires. On va passer à l'os. Il ne faut pas oublier de suivre ce cirrhotique sur le plan osseux. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une ostéopénie, une ostéoporose, du fait par deux mécanismes. La cholestase, qui entraîne donc une malabsorption de la vitamine D, ou l'insuffisance hépatocellulaire qui peut perturber le métabolisme de la vitamine D. Donc, en fait, les conséquences au sol de la cirrhose sont fréquentes, puisqu'elles atteignent entre 20 et 50% des patients, 40% des malades adressés pour transplantation. Ça peut se voir dans toutes les complications, dans toutes les hépatopathies, qu'elles soient cholestatiques ou non. La morbidité, bien sûr, est liée aux fractures ostéoporotiques. Et l'ostéodensitométrie, il faut savoir, est recommandée par les sociétés savantes britanniques et américaines au moment du diagnostic des cirrhoses biliaires et auto-immunes, mais aussi alcooliques, et elles sont contrôlées tous les 2 ans, ce qui n'est pas forcément le cas en France, puisque ce n'est pas remboursé, si je ne me trompe pas. Donc, pensez à faire une ostéodensitométrie aux patients et à traiter les patients. Alors là, c'est peut-être pas dans notre ressort, mais en tout cas, pensez à la détecter. Voilà. Un petit mot du métabolisme glucidique. Juste pour en penser une porte ouverte, on sait très bien que dans le cas de cirrhose, il y a beaucoup plus de diabète. 20% des malades atteints de cirrhose ont un diabète avéré, 5 fois plus que la population générale. Et ça peut se voir bien sûr pour 2 raisons, soit parce que le diabète favorise la cirrhose, c'est la NASH, mais il faut savoir aussi que la cirrhose favorise le diabète, parce qu'on parle de diabète hépatogène. Pourquoi? Parce que le foie, c'est le principal site de dégradation de l'insuline, et donc si ses fonctions sont altérées, l'insuline est moins dégradée. Et il faut savoir aussi que le shunt droit-gauche, le shunt portosystémique, va diminuer la clairance hépatique de l'insuline. La sarcopénie,
Alors là, j'ai mis un schéma que je ne pourrais pas commenter. Et finalement, ça pourrait résumer. Toutes les causes de sarcopénie sont ici. Alors, j'avais une autre présentation que j'avais donnée avec la définition de la sarcopénie. Pourquoi une sarcopénie à la cirrhose? Parce que il y a une activité physique, les gens sont fatigués. Il y a une hypotestéronémie, vous avez une hyperammoniémie, une augmentation de la glucogénèse hépatique, un état inflammatoire. Vous avez des complications de l'HTP qui modifient la vascularisation et parfois des diurétiques de l'anse. Tout ça fait que votre patient cirrhotique est plus volontiers sarcopénique. Cette sarcopénie est très importante à détecter parce que grève le pronostic. L'examen actuellement de référence, c'est l'étude au niveau de L3 des masses musculaires de leur mesure. C'est l'examen de référence, plus facile que tout ce que vous pourrez lire dans la littérature, notamment la mesure du périmètre brachial qui est difficile parce qu'on ne peut pas distinguer la graisse du muscle. Alors là, j'ai mis un diagramme qui n'a pas beaucoup d'importance, c'est pour montrer en fait l'impact de la sarcopénie dans l'évolution de la cirrhose. Simplement pour résumer, c'est que la sarcopénie est un facteur délétère dans la cirrhose. Alors en conclusion, finalement, parce que quand on voit tout ça, finalement, on se dit que c'est très simple, parce que nous, on est dans notre suivi pathologique. Mais finalement, quand on prend du recul, finalement, qu'est-ce que je vous ai dit de faire? Pour le cœur, de faire une écho. Pour le poumon, d'examiner vos patients, est-ce qu'ils sont essoufflés? De faire des gaz du sang, enfin de leur faire des gaz du sang, une FR, une écho cardiaque pour l'hypertension pulmonaire. Pour le sucre, pour le rein, c'est mesurer la fonction rénale. Pour le sucre, c'est le diabète. Et l'os, c'est l'ostéodensitométrie. Finalement, quand on voit la population cible de la majorité de nos cirrhotiques, finalement, un médecin généraliste qui s'occuperait correctement de tout patient fera ces examens. Et finalement, c'est à nous de rattacher certains de ces éléments à la cirrhose. Merci beaucoup. 27. La discussion est ouverte aux questions. Est-ce que il y a des questions dans la salle, Corinne? Un micro. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Alors la question est, quand est-ce que je vais demander une échographie? On va dire à chaque fois qu'il va y avoir une étape, on a dit le type, cette transplantation. Et alors, j'ai pas vu de reco, puisqu'on en a parlé hier, j'ai pas vu de reco précise. Moi, je travaille dans un centre où il y a un cardiologue travaille beaucoup pour cela dessus. Lui, il me préconise une écho tous les 3 ans. Alors, le problème aussi, c'est que je ne connais pas l'indication d'échocardiographie passé 50 ou 60 ans. Finalement, est-ce que ça change là aussi la surveillance par rapport à un patient de cet âge-là? En tout cas, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de demander une échocardio. Alors, je ne sais pas si certains pourront donner renseignements. J'ai pas trouvé de reco sur la fréquence des échocardios à prescrire chez ces patients-là. Après, est-ce que chez le cirrhotique alcoolique, il ne faut pas en faire une de base? Oui. Après, la cirrhose sur NASH aussi. Bien sûr. Mais c'est exactement ce que je dis, c'est que nos patients, ils auront souvent des échos pour autre chose. Exactement. Voilà. Mais tu ne penses pas, sans vouloir faire des honneurs aux médecins généralistes, que c'est peut-être à nous aussi, les hépatos, de lancer le bilan? Ah ben oui, bien sûr. Mais souvent, alors, il y a deux sortes de suivi. Il y a le patient cirrhotique qui est suivi par son médecin traitant, et finalement, on aura tout dans le dossier. Il faudra parfois simplement spécifier les demandes, ou regarder les résultats en tenant l'insuffisance rénale dans notre œil, parce que vous pouvez avoir une créate qui est subnormale, près de la limite supérieure pour quelqu'un qui a une masse musculaire normale, mais qui sera déjà en insuffisance rénale. Il faut savoir d'en regarder avec l'œil des pathologues. Donc ça, c'est le côté du patient qui a tous ces examens faits par un médecin généraliste consciencieux. Mais je veux dire, nous aussi, moi je veux dire, en travaillant ça, j'ai vu que parfois, c'est vrai, on ne pensait pas forcément à tout, parce qu'on est obnubilé par l'acide, par nos varices œsophagiennes, par les fonctions hépatiques purement. Oui, je pense que c'est un peu à nous de faire ça. Et après, il faut trouver les bons correspondants, notamment en cardiologie, parce qu'il y a beaucoup de correspondants qui ne s'intéressent pas à la cirrhose. Et en néphrologie, alors les néphrologues, dès qu'on présente un cirrhotique et une insuffisance rénale, ils vont dire syndrome hépatorénal. Mais dans le type 2, quand même, c'est pas toujours un syndrome hépatorénal, ça peut être la néphropathie IgA. Enfin, il faut vraiment discuter avec eux du dossier. Et puis c'est toujours pareil, on fait des présentations avec des maladies qui sont pures, mais nos patients ont souvent un ou deux facteurs de risque sont polypathologiques sur le même organe. Oui. Et ce bilan, c'est vrai qu'on peut plus le rechercher quand on a une idée du TIPS ou d'une transplantation, bien entendu. Pour faire, mais c'est souvent ça, ce sont des gens, on se pose les questions quand il y a une étape finalement. Mais finalement, on peut aussi nous se mettre des étapes, et quand on voit un cirrhotique, parce que ça s'adresse aussi au cirrhotique Child-A, que vous allez revoir tous les 6 mois, qui fait son écho et son dépistage du CHC, il faut aussi savoir se remettre en cause et dire, ah, lui peut-être une écho-cœur, ah, lui, voilà, l'interrogatoire, est-ce qu'il est dyspnéique, la fonction rénale. Regardez votre patient
conscient de notre œil, d'un œil un peu plus, avec un certain recul finalement. Oui, je pense que tout cirrhotique qui a moins de 65 ans, faut toujours avoir à l'esprit qu'il peut soit avoir un TIPS ou une greffe, et donc raisonner comme ça. Et même sans ça, pour le pronostic, puisque la prise en charge de chacune de ces maladies va améliorer le pronostic en tant que tel. D'autres questions ? Alors, le sujet était très vaste, donc tu n'as pas parlé de la dysfonction sexuelle, non. Parce que de l'hypogonadisme, bien sûr. Fréquent, notamment voilà, chez les hommes cirrhotiques. Enfin, les femmes, elles n'en parlent pas, mais elles ont sûrement aussi... Chez la femme, il y a l'aménorrhée. Il faut savoir en parler. Mais c'est vrai qu'elle l'exprime beaucoup moins, le sujet alors que l'homme va nous en parler. Le sujet était très vaste. Je voulais me concentrer au départ sur tout ce qui est lié au phénomène vasculaire. Après, on a vu qu'il fallait quand même étendre au reste, mais après, ça devient un catalogue. En fait, chacune de ces questions pourrait faire une présentation d'au moins une demi-heure, sans problème. Merci beaucoup, Jacques. On va passer à la communication suivante. Alors, merci, Jacques. La communication suivante, j'appelle Solange Bresson pour la polykystose hépatique. Et bravo, Jacques. Tu as semé des embûches.